Bienvenue sur Learning Wave, le podcast de la formation où fusionnent pédagogie, technologie et écologie. Je suis Rodolphe Senedella, cofondateur de l'agence Digital Learning Startwave. À travers ce podcast, je vous embarque sur la vague du digital learning avec un regard vert où chaque approche soutient un avenir plus durable. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Learning Wave, le podcast où innovation, apprentissage et durabilité se rencontrent. Aujourd'hui, on se retrouve en pleine nature pour une raison un petit peu particulière. Nous allons plonger dans un univers fascinant, celui du biomimétisme. Imaginez-vous un instant, au son des oiseaux, observant la nature et ses secrets, pour en tirer des solutions qui vont impacter, aider votre entreprise et faire en sorte qu'elle devienne plus durable, plus résiliente et potentiellement plus innovante. Cette pratique, c'est exactement ce que fait mon invité du jour, François Mieli, fondateur de Carbone Conseil. Ensemble, nous vous proposons un voyage où la nature et les neurosciences redéfinissent la façon de voir le monde de l'entreprise. Alors bonjour François, tout d'abord. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci à toi de m'avoir proposé de participer à ce podcast. Ça fait un petit moment que j'avais envie de rentrer dans ton univers passionnant du biomimétisme. Et aujourd'hui, contexte un peu particulier, on sort des studios, on amène le studio dans la nature, dans ton élément. Je te remercie pour ça. Merci pour toi aussi d'avoir proposé ce lieu que je découvre aussi. Pour les plus curieux, nous sommes à l'étang du Gol, sur l'île de la Réunion, bien sûr, voilà, à Saint-Louis. François, pour démarrer, avant de te laisser te présenter, est-ce que tu pourrais juste nous préciser en quelques mots qu'est-ce que le biomimétisme pour que on mette tout le monde d'accord sur ce sujet-là et ensuite on arrivera sur ton parcours au Pas fur de et à souci, mesure. avec grand plaisir. Merci. Alors, en quelques mots, le biomimétisme, alors déjà, c'est quelque chose qui existe depuis la nuit des temps. Voilà. Ok. Sauf qu'on ne l'appelait pas biomimétisme, mais c'est de la pratique, on va dire, naturelle et logique dans un environnement dans lequel on va s'inspirer du vivant. D'accord. Et depuis quelques années, on va dire depuis les années 90-95, il y a une dame, Janine Bienius, qui a lancé en tout cas la sémantique autour du biomimétisme. Donc c'est comment s'inspirer du vivant pour régler des problèmes humains. Voilà. Dans l'idée, on va dire, de façon très simple. Derrière ça se trame une réflexion presque philosophique, d'une certaine façon, parce que ça nous amène à redéfinir un peu nos modes de fonctionnement actuels, qui sont, on reviendra sur ces thématiques. Complètement. Mais voilà, si les gens devaient retenir une définition, c'est comment on peut s'inspirer du vivant pour résoudre des problèmes du quotidien. Voilà. Soit d'entreprise, soit d'ordre humain, tout Plus simplement. personnel. Okay. Voilà. Et est-ce qu'il y a plusieurs types de biomimétisme ou c'est vraiment Il n'y général? a pas différents types de biomimétisme. Le biomimétisme, on va dire, il y a plusieurs écosystèmes, plusieurs systèmes, plusieurs approches qui répondent à des besoins particuliers. On va, par exemple, faire de la bio-inspiration pour faire de la créativité. C'est-à-dire que si là, on avait à faire un exercice d'inspiration, de créativité en mode brainstorming, on aurait juste à observer ce qu'on a autour de nous. Et forcément, ça nous donnerait en tout cas une autre approche, un autre référentiel. Et puis, tu as tout ce qui va être lié à l'industrie. Donc, on va s'inspirer, on va dire, des procédés ou des matériaux de la nature pour définir des nouveaux procédés. Le cas qui est le plus connu, c'est le velcro, par exemple. Voilà, le velcro, en fait, c'est de la badiane où quelqu'un se promenait en pleine forêt et en fait, son chien avait sur son poil ses fleurs qui étaient fortement, on va dire, accrochantes. Et il en a fait derrière, du coup, avec le velcro. Le velcro qu'on utilise partout, sur les chaussures de nos enfants. Voilà. Sur les... Ou pour les gens qui prennent l'avion. Aujourd'hui, les ailes d'avion sont un peu plus incurvées. Ouais, effectivement. Ben voilà, c'est aussi inspiré du vivant sur un vol d'oiseaux qui ont tendance, pour gagner en stabilité, à, on va dire, à incurver leurs ailes. Ouais, et en pénétration de l'air, du coup, en portance, c'est ça. Voilà. Donc, et des sujets comme ça, il y en a beaucoup aujourd'hui. Donc c'est de la R&D. C'est chouette, en fait, parce qu'on ne se rend pas compte, mais en fait... la nature est autour de nous partout, ça c'est sûr. Mais même dans les objets, effectivement, qu'on
qu'on crée ou qu'on utilise ou qu'on achète. Mhm. Et c'est vrai qu'on ne se rend pas forcément tout le temps C'est ça. compte de ça. Faut que les gens se rappellent en fait qu'on a quand même autour de nous une nature qui fait de la R&D depuis 4,6 milliards d'années. C'est ça. Donc, Ouais. à l'échelle humaine, voilà, nous, on est juste Petit, tout nouveau en fait. ouais. On vient de débarquer sur Terre, on a quand même foutu un sacré bordel depuis qu'on est arrivé. Mais On est d'accord. si on se retourne un tout petit peu autour de nous, en fait, la nature a mis en place tout un système d'innovation, de R&D, de test and learn. Donc Ouais. en fait, on va dire l'essence même de ce qu'on a autour de nous doit nous faire dire qu'en fait, on a des solutions autour de nous. Il faut juste se reconnecter, c'est de comprendre ce qui se passe autour de nous. Alors certes, c'est pas aussi simple que ça, parce que ça demande quand même de la technicité, de la R&D, mais en tout cas, pour les gens qui le souhaitent, autour de nous, on a une base de données de R&D qui est assez hallucinante, quoi. Et finalement, ça fait très peu de temps qu'on s'y intéresse, en fait. Alors oui, on s'y intéresse. Alors oui et non. Au XVe siècle, on avait quand même Léonard de Vinci qui avait déjà... Les grands génies s'inspiraient beaucoup du vivant. Ouais. Quand on regarde un peu dans les écrits, Léonard de Vinci, Einstein, Victor Hugo... Ils n'avaient peut-être pas autant d'innovation technologique autour Non, d'urbanisation qui font que on a tendance aussi, cette société, à se déconnecter un peu C'est de ça. la nature. Alors, c'est bien ce que tu me tends la perche. En fait, le premier principe en fait, pour entrer dans une démarche biomimétique, c'est déjà être curieux, Ouais. et de pouvoir se réémerveiller. D'accord. C'est tout bête, hein, mais se retrouver devant un oiseau et de se dire, bah, ouais, ok, c'est chouette ce qui est en train de se passer. Ouais. Donc, être un peu plus humble dans notre rapport à la nature. Bah, forcément, quand on observe, bah, derrière, ça peut donner des idées. Donc, la pratique n'était pas dans un laboratoire, mais était plus dans l'observation à l'époque. Voilà. Ouais, finalement, c'est souvent, je fais un parallèle, mais je pense aux enfants et avec les écrans. Et souvent, on leur dit, quand vous n'êtes pas devant un écran, vous vous ennuyez, mais c'est tant mieux, parce que c'est là que vous allez observer, c'est là que vous allez faire appel à votre imagination et créer des choses et vous inspirer. Donc ouais, c'est des pratiques finalement qui sont innées, mais qu'on a commencé à perdre avec cette course à l'innovation dans nos sociétés modernes. En fait, on a besoin de se reconnecter. Ouais. Voilà. Ok. Et c'est pas grave. Bon, bah du coup, biomimétisme, si on résume, c'est s'inspirer de la nature, faire corps avec la nature finalement, et apprendre d'elle-même, puisque bah effectivement, peut-être même demain on sera plus là, mais la nature elle sera encore là. Je pense qu'elle sera encore là. Certainement. Et puis c'est donc cette curiosité que tu as évoquée qui est hyper importante. C'est ça. Je pense qu'on le réabordera, ce sujet de curiosité, en parlant de la formation. Ouais. Je crois qu'on a bien posé les bases. Tant mieux. Est-ce que du coup, tu peux te présenter et je pense dans ton parcours nous évoquer comment, ma question c'est comment la nature a impacté justement ce parcours personnel et professionnel que tu as. Et ensuite, on arrivera jusqu'à ton entreprise que tu as créée récemment. Mais déjà, toi, personnellement, comment tu as évolué? Comment tu as cheminé pour faire tu es aujourd'hui? Alors, déjà, me présenter de façon très simple. J'ai François Billy, 45 ans. Je me suis défini de façon très simple, et ça explique beaucoup de choses, comme un hypersensible franco-libanais-sénégalais. D'accord. Voilà. Donc j'ai eu cette chance. C'est ça. Donc j'ai eu cette chance de grandir en Afrique, au Sénégal précisément. Super. Mes origines libanaises aussi ont complété avec ma nationalité française un peu une ouverture d'esprit sur les points de vue, les cultures peuvent être mélangées et différentes. Ouais. Alors ça c'est la première chose qui m'amène un peu à être un peu citoyen du monde, comme j'aime le définir, et du coup me dire en fait il n'y a pas une mauvaise méthode, il y a des cultures, et en fait on pioche dedans pour pouvoir s'en inspirer. Okay. Alors le fait d'avoir grandi en Afrique, effectivement c'est mes premiers, on va dire mes premiers émois envers la nature étaient forcément en Afrique. Moi j'ai grandi jusqu'à mes 18 ans au Sénégal. D'accord. Et j'étais tout le temps dehors en train de jouer, soit avec la nature ou dans les pratiques sportives comme le surf. Moi j'ai découvert le bodyboard et le surf à l'âge de 12-13 ans. Et donc j'ai découvert l'élément l'eau comme un élément. On a un point commun. Alors. Voilà. Et le fait que je sois aussi un peu hypersensible, c'est la nature me permet, en fait, j'ai découvert avec le temps que la nature me permettait en fait de me reposer
et de me recentrer en fait pour pouvoir être plus efficace. J'ai tendance à partir un peu dans tous les sens, mais c'est un trait de caractère qui me va très bien aujourd'hui, mais du coup j'ai découvert aussi que à côté de moi j'avais en tout cas une solution en dehors des médicaments qui pouvait m'aider en tout cas à me poser et à être beaucoup plus structuré dans mon travail. Ça, c'est voilà, ce qui a fait. J'ai un peu vadrouillé, donc j'ai fait mes études à Bordeaux. Alors, pourquoi j'en parle? Parce qu'en fait, parce que ça viendra avec pourquoi je suis arrivé à La Réunion. D'accord. C'est là où j'ai rencontré ma femme, à Bordeaux, qui est réunionnaise. Deuxième point commun. Voilà, qui est réunionnaise. Et puis, après mes études, je suis reparti au Sénégal faire un petit tour pour me faire mes premières armes. Ma mère avait un magasin sur place, donc ça a duré 2 ans. J'ai eu la chance de rentrer dans une structure qui s'appelait Nestlé à l'époque. Les ayatollahs de la grande distribution, mais pourquoi c'est une chance? Parce que c'est une vraie école aussi d'apprentissage sur la façon de travailler. Et puis j'ai cette chance, avec Nestlé, de voyager au cœur même de mon pays qui était le Sénégal et d'autres pays comme le Mali, la Côte d'Ivoire. D'accord. Et franchement, ça a été aussi, encore une fois, une découverte d'une culture africaine, respectueuse du social d'abord. Donc l'humain est vraiment au centre de la façon dont on procède. Les fameuses salam alek sous un arbre, les palabres, c'est pas juste, on va dire, un concept, c'est vraiment très important. Ancré dans les traditions. On va essayer de comprendre d'abord, échanger avec toi, qui tu es réellement, quelles sont tes réelles intentions, avant de discuter business. Voilà. C'est une façon qu'on a perdu un peu aujourd'hui. Aujourd'hui, on va droit au but, on prend plus ce temps. Et puis à côté, bien évidemment, dans des pays en voie de développement comme le Sénégal, la nature est omniprésente. Moi, je me retrouvais des fois dans des villages sans électricité, avec de l'eau du puits. Donc, vraiment, là, du coup, tu n'as plus trop le choix, en fait. Tu es obligé de t'adapter, de te reconnecter. Donc ça, ces expériences m'ont fortement marqué. Et en venant à La Réunion, j'ai découvert on va dire un spot hallucinant ici, en termes de biodiversité, de diversité sociale. Et en fait, je me suis senti comme un poisson dans l'eau ici. J'imagine. C'était parce que avec le multiculturalisme qu'il y a ici et tes origines donc territoriales. Tout s'est aligné à La Réunion et franchement, c'était un vrai coup de foudre pour moi. La Réunion, c'est un vrai coup de foudre. Et donc là, je suis arrivé ici en 2005 à La Réunion. Ok, donc ça commence à... L'année prochaine, les 20 ans, c'est ça, les 20 ans. Et depuis 20 ans, j'ai eu en fait 2 vies. Une vie professionnelle, toujours en lien avec la grande distribution, le développement d'affaires, le marketing. Et à côté, j'avais aussi, où je sentais que je n'étais pas spécialement aligné avec les valeurs des boîtes comme Nestlé, par exemple. Je sentais qu'il y avait un décalage entre comment moi je voyais les choses et comment eux voyaient les choses. Mais bon, à un moment donné, il faut manger, donc je ne me posais pas trop la question. Et à côté de ça, j'équilibrais en étant très pro-associatif. Donc j'étais dans l'association Surfrider Foundation, par exemple. On avait remonté l'antenne ici avec Nicolas Maréchal et Sébastien Clément. Et Claire Boulle. Je les nomme parce qu'ils étaient très importants dans le démarrage. Et puis, on a mis en place des nettoyages de plage à l'époque. On a eu l'occasion d'avoir des subventions pour mettre en place un laboratoire d'analyse d'eau indépendant. Donc, on était vraiment dans l'action, mais c'était vraiment à titre perso. Pour le coup, ancré dans le professionnel associatif sur la nature. Et puis, à un moment donné, Nestlé, c'était plus du tout en phase. Je venais d'avoir mon premier enfant. Et là, tu sais comment ça se passe quand il y a un enfant, en général, tout explose dans tes valeurs, dans ton fonctionnement, en disant mais quel est le réel sens en fait de ce que j'essaie de pouvoir apporter à mes enfants plus tard. Donc j'ai démissionné de chez Nestlé, j'ai créé ma boîte et c'est ma première tentative d'entrepreneur où j'essaie de connecter, on va dire, mon envie de travailler dans l'environnement et mon envie d'entreprendre. Donc j'ai pris une licence, on va dire une franchise qui s'appelait Click Eco qui faisait la gestion de déchets dangereux. Et je me suis lancé dans l'aventure entrepreneuriale à La Réunion. Je ne rentrerai pas dans les détails parce que c'était le marché du déchet à La Réunion assez particulier. Donc il y a des très bonnes choses comme des choses un peu plus complexes. Mais j'ai rencontré de très belles personnes
notamment des gens avec qui aujourd'hui je garde un contact très fort, notamment Marie-Jo Payette d'Utopia. Exactement. Voilà. Très belle personne, Avec qui on a belles collaboré, énergies c'est et ça. des beaux projets sur Voilà. La Réunion. Ouais. Et on a collaboré, on a quand même réussi à mettre en place la filière d'huile alimentaire usagée à La Réunion à l'époque. Après, voilà, c'est de l'entrepreneuriat, donc il y a un modèle économique qui est des fois très innovant, qui ne tient pas la route. Voilà. Donc ça a fait qu'à un moment donné, moi, je me suis séparé de cette activité-là parce que je n'arrivais plus à en vivre, clairement. Et j'ai repris une casquette, on va dire, de salarié. Et j'ai eu la chance de rencontrer la famille Fievé dans le groupe Tetra Energy, qui m'ont très vite compris comment je fonctionnais en tant qu'hypersensible et mon caractère très poussé autour de l'innovation. Donc ils m'ont laissé tenter pas mal de choses en mode laboratoire chez eux. Ça a plutôt bien fonctionné, donc on a eu une période de collaboration qui a duré 7 ans. Et franchement, j'en garde un excellent souvenir. Et je garde toujours de très bons contacts avec toutes les personnes avec qui j'ai travaillé auparavant. Et là, j'ai touché du coup au monde de la formation. Voilà, vaste sujet, où là, c'était du coup une casquette qui était plus orientée de neurosciences pour moi. C'est de comprendre comment on transmet. Enfin, voilà, je suis quelqu'un qui aime bien comprendre l'approche systémique. Si les gens devaient comprendre mon fonctionnement, je suis plutôt quelqu'un qui aime bien comprendre le système que de me concentrer que sur, on va dire, soit le procédé ou le produit. D'accord. Moi, je pense que sur les neurosciences et la formation, c'est ça. On va y revenir après, ouais, je pense. Et donc là, j'ai pu mettre en pratique. Bon, j'ai mis un peu de côté le côté un peu, on va dire, approche du vivant, mais du coup, j'ai gardé une réelle envie d'accompagner des gens dans leur transformation, soit dans l'apprentissage, soit dans l'accompagnement sur des ateliers pour reprendre confiance en eux, ou tout simplement en tant que manager pour pousser les personnes avec qui je travaillais à se dépasser. Donc là, je me suis réellement intéressé, en tout cas, à tout ce qui pouvait toucher aux neurosciences, au fonctionnement du cerveau. Alors moi, ça m'a permis de me réparer sur certaines choses, notamment quelques blessures liées à mon parcours, perso et pro. Et puis derrière, ça m'a permis surtout de comprendre qu'il n'y avait pas de limite, en fait, qu'on avait certaines ambitions. Et qu'on pouvait s'autoriser à, du coup, avoir des rêves un peu fous des fois. Après, il fallait juste être pas trop dans les excès pour ne pas être déconnecté du marché. Et c'est là, en fait, où la connexion s'est faite pour Carbone Conseil. D'accord. Ça, à force d'avoir pratiqué, d'avoir repris mes études, d'avoir fait un mémoire sur la formation professionnelle, j'avais fait un peu le tour des métiers. Et puis là, tu as voulu allier les deux mondes, donc formation, et puis le passer un peu plus sur l'écologie, que tu avais déjà bien entamé avec la gestion des déchets. C'est peut-être plus subtil que ça. En fait, j'avais besoin d'entreprendre. D'accord. J'avais besoin de me retrouver en situation critique d'urgence, de survie. Parce qu'en fait, j'aime bien fonctionner comme ça. Alors, les gens peuvent me prendre des fois pour un fou furieux, mais le fait de se remettre en survie, ça nous oblige à redéfinir certaines innovations. Et ce qui est important, c'est l'essence de ce qui nous fait. C'est ça. Donc, je suis ce qu'on appelle un game changer. Donc, je suis quelqu'un qui prend beaucoup de risques en général. Donc, je remets tout sur le. Je suis très mauvais au poker. Je suis la bonne poire au poker. Les gens sont plutôt contents quand je suis sur la table parce que c'est très vite all-in. Mais voilà, en fait, je me suis arrivé à un moment donné où j'étais plutôt serein en fait dans mon approche professionnelle et je me suis dit bon, j'ai envie de retenter l'aventure d'entrepreneur. Parce que j'aime bien créer, j'aime bien faciliter. Et du coup, j'ai pris le temps de créer ma boîte. Et c'est donc Carbone Conseil que tu as fondé. Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots, du coup, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Qu'est-ce que tu proposes comme service? Carbone Conseil, avant tout, alors, il va changer de statut là, dans quelques jours, mais j'en parlerai juste après. Avant tout, c'est un cabinet de conseil. Donc, on accompagne les entreprises dans la conduite du changement. Bon, ça a été mon métier pendant des années, donc du coup, je le mets en pratique pour les entreprises. Plutôt dans un environnement complexe. Alors, c'est pas trop compliqué parce qu'aujourd'hui, c'est un peu le bordel partout. On est dans un monde un peu de polycrise, donc forcément, on va dire, il y a de la complexité partout. Alors, les gens peut-être s'en rendent pas compte, mais il y a de la complexité partout. Et pour pouvoir le pratiquer, j'ai essayé d'être le plus sincère possible dans ma démarche en alliant tout ce qui faisait foi pour moi et qui me motivait. Donc, la stratégie de façon générale, donc réfléchir à une planification, en tout cas une prospective, et aller un peu plus loin dans un plan. Les neurosciences pour m'aider en tout cas
avancer dans le projet et à accompagner les gens. Ouais. Et du coup, un nouveau référentiel, on va dire créatif, qui est le biomimétisme. Donc c'est comme ça, en fait, je me suis dit, bon, on va mettre les 3 dedans. Et on verra bien. On verra bien. Et moi, j'aime beaucoup la sérendipité, donc forcément, ça. Alors du coup, je m'appuie quand même sur des archétypes ou des systèmes déjà existants. C'est pas un rêve fou que je crée comme ça. Ça fait 2 ans que je réfléchis quand même à la construction de Carbone. Dans l'idée, c'est d'aller sur des systèmes plutôt, on va dire, micro et résilients. Ouais. Parce que la nature nous amène que dans un système qui est plutôt, on va dire, très complexe, voire hyper complexe, les systèmes micro-résilients fonctionnent mieux. Et du coup, ça définit un peu la méthode dont je fonctionne aujourd'hui. Donc, Est-ce que tu peux donner un exemple d'environnement micro-résilient? déjà, Carbone Conseil, Ouais. C'est une structure où il n'y a pas de salariés. Ok, Il n'y en aura jamais. d'accord. Elle sera totalement indépendante jusqu'à, en fait, du coup, ça devient un studio d'innovation. Ouais. Donc, toutes les personnes qui ont envie de participer en coopération avec l'idée et à la mise à disposition, en tout cas, des outils qu'on pratique, donc biomimétisme, neurosciences, peuvent s'autoriser à créer des prototypes qui vont être en test and learn pendant quelques temps et après atterrir sur le marché. Donc c'est là où, on va dire, le produit existe. Les produits qui sont sortis de Carbone aujourd'hui, pour que les gens comprennent bien, donc il y a un restaurant qui a été créé sur Paris, par exemple, Ok, autour de la notion d'épicerie à manger, ou autour d'un lieu, on recrée un écosystème familial, ou en tout cas où on a envie de se poser, prendre le temps. On source à moins de 150 km autour du lieu de la restauration. ouais. Et Donc, tous les c'est plutôt produits, il y a quasiment 0 déchet. On va dire, on fonctionne en circularité. bon. Ouais, c'est ça. Donc on s'appuie sur des concepts de robustesse, notamment, qui sont définis par Olivier Hamant, mais ça on en reparlera un peu plus tard. Donc ça c'est un produit qui est sorti il y a, on va dire, ça fait plus d'1 an, aujourd'hui ça tourne très bien, c'est dans le 13e. Ouais. Et les retours des clients sont plutôt satisfaisants. Donc ça s'appelle Sola. Là on a lancé une plateforme de micro-learning orientée au départ c'était autour de la stratégie entreprise, mais on a effectué un petit pivot parce qu'en fait le marché ne répondait pas en tout cas à cette demande-là. Ouais. Donc en fait on l'a transformé en micro-capsule, une plateforme de micro-capsule dans laquelle on peut avoir plusieurs thématiques. D'accord. Et là on fonctionne un peu sur une méthode, on va dire, de fonctionnement des neurones avec différentes étapes où en fait le système va en tout cas grossir au fil de l'eau, un système de communauté. Et puis ce produit-là nous a amené notre produit plutôt B2B pour faire du plug and play pour des entreprises qui ont envie d'être entreprises apprenantes, dans lesquelles on peut créer sa propre académie. Ouais. Voilà. Donc, Voilà. Donc c'est en lien avec les sujets. Et il y a d'autres petits projets qui sont en train de se mettre en place, mais pour l'instant ils ne sont même pas encore à l'état de prototype. Ils sont vraiment encore dans les caisses. Notamment sur un produit que moi, ça fait des années que je le réfléchis et j'aimerais vraiment le mettre en place, c'est la notion de randonnée stratégique pour chef d'entreprise. Je crois que je t'en avais parlé. ouais, un petit peu, effectivement. L'idée, c'est d'amener les gens un peu dans mon univers sans leur dire que ce que je fais, c'est la bonne méthode, parce que elle me correspond, mais forcément, d'autres peut-être seront pas en phase avec ce que je fais. Mais c'est amener vraiment les gens dans ton univers et l'amener dans mon univers, surtout les reconnecter, parce qu'en fait, un chef d'entreprise ou un entrepreneur, c'est de la prise de risque au quotidien. C'est de la prise de décision. On prend des décisions toute la journée. Effectivement. Et on a une charge mentale qui est quand même assez élevée. D'accord. Et moi, je me suis rajouté une couche en étant sans salarié. Du coup, je suis mandataire de ma boîte. Donc, je prends le maximum de risques. Donc, j'ai une charge mentale qui est quand même assez élevée. Et je me dis, comment je supporte ça? Et je continue à me développer. Et du coup, la randonnée stratégique, c'est quelque chose que je pratique moi. Donc, je respecte certaines étapes pour que le cerveau se pose, un peu comme là on fait. Et puis après, on va rentrer dans une dynamique qui est un peu plus de réflexion stratégique sur j'ai un problème, comment je définis mon problème et comment je mets un plan d'action pour résoudre. Tout en étant inspiré de la nature, du coup. Voilà, on est en immersion. Ok. Donc du coup, tu n'es pas sur un seul secteur d'activité en particulier, tu es vraiment ouvert aux opportunités aussi qui vont se créer, aux relations, aux liens que tu vas créer avec d'autres entrepreneurs ou d'autres dirigeants. Et là, pour le coup, c'est exactement ça. Alors, pour bien comprendre mon mode de fonctionnement et mon modèle économique, c'est que je travaille sur la structure, elle doit être tout le temps adaptable, quelles que soient les conditions. C'est-à-dire qu'on est tout le temps en pivot.
Alors c'est épuisant parce que forcément on est tout le temps en train de tourner à droite, à gauche, mais ça va dire l'avenir nous prouvera qu'en fait que Ouais, en fait, c'est cette notion d'adaptabilité que tu C'est ça. travailles une notion et de circularité, qu'on inculque depuis la nature, en fait. c'est ça, Clairement. une notion de circularité où en fait à partir de tous les éléments en fait on réutilise, d'où en fait d'un prototype on va en tirer un algorithme Ouais. et on va le retravailler jusqu'à obtenir un produit, donc c'est du test and learn. Et puis le dernier qui est on va dire la coopération, D'accord. qui est différent de la collaboration. La Ouais. coopération, c'est qu'on est dans un système de lieu commun, où en fait on participe à l'intérêt du lieu commun, pas que pour soi. Ouais. Ça change tout dans la démarche. Et à partir de là, en fait, moi, du coup, Carbone Conseil est en train d'évoluer, sa forme évolue. Et en un an, en fait, Carbone va officiellement devenir un studio d'innovation bio-inspiré là dans quelques jours. Ah, bah, c'est génial. Voilà. Bah, vous l'aurez appris peut-être en avant-première sur Learning Wave. En tout cas, merci Voilà. pour Et du coup, moi, je l'info. reprends une casquette dedans plutôt individuelle, où moi, je vais garder la casquette d'accompagnement, de Ouais. conduite au changement. Parce qu'en fait, je me rends compte qu'il y a beaucoup de boîtes qui ne savent pas en fait changer. C'est tout bête, hein, mais alors, moi, c'était compliqué pour moi à titre perso. Depuis que je suis tout petit, j'ai tout le temps changé, pour plein de raisons. Aujourd'hui, j'en ai fait une force, et c'est vrai que je m'autorise en tout cas, à pouvoir accompagner des boîtes à se dire comment on fait pour changer, avec des Ouais, qui n'ont pas eu méthodes. cette habitude-là, effectivement, et d'autant plus peut-être aussi sur le territoire réunionnais qui je sais pas, il y a 10, 15, 20 ans, n'était pas aussi ouvert peut-être et porté sur l'international, et du coup, il y a des choses aussi Alors, la notion d'international, j'ai se... du mal. Alors, c'est vrai qu'il y a, je pense, qu'il y a une vraie opportunité à l'international à La Réunion, de par sa position. Ouais. Moi, j'ai une affection pour les entreprises familiales. Ouais, et il y en a beaucoup Et il y ici. en a beaucoup ici. Parce qu'en fait, je me rends compte que j'ai quasiment, sur les 10 dernières années, j'étais en immersion des entreprises familiales. Et j'ai appris aussi à comprendre aussi, par nature, en tant que Libanais, moi, on va dire, le côté familial est ultra prenant, mais ça, c'est plutôt perso. Mais en fait, une entreprise familiale a les mêmes codes qu'une famille, tout simplement. Ouais. Et donc, de plus en plus, je m'intéresse, en tout cas, à ce système de l'entreprise familiale et le gouvernance. Et là, il y a un vrai sujet. Et je pense que tous les gens qui nous écouteront ou qui vivent ça aujourd'hui vont se dire, effectivement, c'est ma problématique actuelle, c'est la notion de transmission. Ouais. On va dire une pyramide des âges d'entrepreneurs ou de chefs d'entreprise. On va avoir beaucoup de départs, effectivement, à la commencent à retraite. préparer 55 ans, 60, Ouais. qui se disent, il faut que je transmette. Et puis cette intergénérationnalité qu'on Voilà. constate aussi dans les entreprises, qui n'est pas forcément C'est ça. facile à faire vivre tout le monde ensemble, à comprendre les aspirations, les objectifs de chaque des jeunes, des personnes qui vont bientôt prendre à la retraite, des managers qui vont être de la génération Y, par exemple. Et tu vois, par exemple, on est de la même génération, toi et moi. Ouais. Pour l'instant, on ne se pose pas trop la question parce qu'on est très loin de la retraite. Mais le jour où on aura, en tout cas, je nous souhaite toucher du bois, c'est que nos boîtes se développent et qu'on puisse transmettre quelque chose demain. Mais si on fait cet exercice, toi et moi, par exemple, se poser en se disant, qu'est-ce que je transmets ? Ouais. Et en fait, c'est ces notions-là qui m'intéressent, parce que je pars du principe que il faut qu'on organise, en tout cas, un lieu commun pour la transmission. On voit tellement de boîtes, par exemple, je prends le cas des startups ces temps-ci, où il y a beaucoup de startups qui se cassent la figure, mais au final, qu'est-ce qu'elles ont laissé au marché ? Tu as des boîtes qui partent, quand elles mettent la clé sous la boîte, tout le savoir-faire, si c'est pas racheté. Ouais. On a cette vraie problématique-là, parce que nous, on accompagne aussi chez Startweb les entreprises, justement, dans cette pérennité du savoir, de cette transmission de savoir. Et souvent, effectivement, le premier constat qu'on fait, c'est vous avez un savoir là, vous voyez qu'il est en train de partir. Parfois, vous formez des salariés, mais aujourd'hui, la nouvelle génération est encore plus volatile et encore plus flexible sur le marché du travail. Donc, nous, on les accompagne effectivement avec la formation, avec des plateformes e-learning, et on utilise aussi beaucoup le micro-learning, tu l'évoquais, sur justement comment conserver le savoir chez vous. Et c'est pour ça que nous aussi, on se déplace. Alors aujourd'hui, on est déplacé à l'extérieur, mais on se déplace aussi dans les entreprises pour pouvoir les aider à pérenniser ce savoir. Ça m'amène sur cette notion de résilience.
Tu es entrepreneur comme nous, dirigeant, hein, tu le sais. Justement, comment tu te sers ou comment on se sert du biomimétisme pour aller vers plus de résilience pour son entreprise? Alors, je changerais peut-être le mot résilience. Alors, le mot résilience, moi, c'est un mot qui me va très bien. Et puis, c'est un mot qui parle à tout le monde aujourd'hui d'un point de vue développement. Ouais. Ouais. Pour moi, la résilience, c'est en fait, on tombe, on se relève. Ouais. Voilà. C'est un mot qui vient techniquement on va dire, du milieu industriel et des matériaux. On va dire, à la base, c'est un matériau qui va se déformer et qui va retrouver sa forme initiale. La résilience, c'est ça à la base. Et alors, du coup, on l'a un peu dévié. On l'a mis en développement personnel, voilà. On l'a amené sur cette thématique. Et aujourd'hui, moi, moi, je pratique la résilience parce que mon état d'esprit m'oblige, en tout cas, à me relever. Donc voilà, après, je pense que c'est aussi un état d'esprit. Ouais. Et du coup, je change un tout petit peu, moi, un peu mon propos et mon approche, qui est de passer de la résilience plutôt à de la robustesse. Alors, ça peut paraître de la sémantique, mais c'est important. Parce qu'en fait, je trouve ces temps-ci qu'on est beaucoup aussi dans l'éducation qu'on transmet à nos enfants, dans l'injonction à la résilience. Mmh. Un peu, alors, pas tout le monde le fait, mais par exemple, tu vois, moi j'entends beaucoup l'échec. On apprend de l'échec, c'est vrai. Ouais. Mais de temps en temps, je trouve qu'il y a quand même des déviances qui est de dire, pour pouvoir se développer, il faut d'abord vivre des échecs. Je suis pas spécialement sûr. L'échec est plutôt une situation dans laquelle tu te retrouves, avec laquelle il faut apprendre à te relever. Ouais. Et c'est vrai que, après, c'est vrai que dans nos cultures francophones, on sait qu'on n'a pas trop cette culture forcément de valoriser l'échec. Je pense que c'est bien aussi qu'on l'amène alors qu'on l'a dans les cultures anglo-saxonnes. Et finalement, on arrive sur quelque chose où pour toi, on valorise peut-être trop. Allez-y, plantez-vous. Non, à un moment donné, faut peut-être. J'ai pas envie qu'on en fasse une religion. Ouais. Voilà, Okay. c'est plus dans ce sens. Et du coup, depuis quelques temps, donc, moi, je m'oriente vers, on va dire, une approche qui est plutôt robuste d'un point de vue sémantique, parce qu'en fait, les conditions externes, l'environnement externe, nous amènent à nous poser la question comment la nature réagit dans un système complexe, en polycrise. Et en fait, la nature se structure pour être robuste par rapport à une situation. Ouais. Tu as un exemple de... Par exemple, toutes les coopératives qui se mettent en place depuis quelques temps, ça tombe pas du ciel, c'est qu'en fait, on va dire une des caractéristiques de la robustesse, c'est la mise en place d'un lieu commun dans la transmission. Alors qu'on part du principe que si une personne sort, l'information reste et qu'elle est transmise. Ça, on va dire, c'est une notion de robustesse. C'est pas de la résilience, c'est de la robustesse. C'est-à-dire qu'on met en place il y a pas mal de critères pour mettre en place de la robustesse, mais si les gens voulaient retenir un peu dans le système robuste comment ça se traduit, donc il y a l'adaptabilité dont je te parlais tout à l'heure, la circularité et du coup la coopération. Okay. Voilà. Et ça, après, tu peux l'utiliser comme tu veux. Après, ça reste aussi, on va dire, il faut que les gens s'approprient aussi leur imaginaire par rapport à ça. Moi, il m'est arrivé de faire un exercice, prendre 5 minutes pour donner un exemple, dans une entreprise qui, au début, qui voulait passer de tant de milliers d'euros de chiffre d'affaires à tant de millions de chiffre d'affaires en 3-4 ans. Donc là, on est vraiment sur une approche qui est très performante. On tire le trait. La croissance et puis derrière, rentabilité. Ok, sur le principe, j'ai pas de souci. Sauf qu'en fait, quand tu projettes cette ligne dans l'environnement dans lequel on est, il faut être très costaud ou avoir les reins très solides pour pouvoir tenir la route sur 2-3 ans. Est-ce qu'il n'y aurait pas une autre façon d'aborder les choses en se disant, ok, on peut y arriver, mais en structurant différemment l'organisation. Et en fait, j'ai fait changer au chef d'entreprise dans son ADN la notion de performance par robustesse. Alors, ok, qu'est-ce qu'on fait avec traduction dans la pratique? Moi, dans la stratégie, on utilise un outil qui s'appelle l'alignement stratégique. En tant que chef d'entreprise, tu as ton idée précise de là où tu vas être dans quelques années. Et après, quand tu tires, il faut rallier tout le monde à ça pour pouvoir arriver en tout cas plus facilement. Après, des fois, tu passes droite à gauche. Donc, à partir du moment où on met en place on va dire, de l'alignement stratégique, on fonctionne sur la première phase de l'entreprise, le socle, les fondations, qui est la culture, les valeurs, la vision, ces informations-là.
Donc, on a fait un exercice qui était très simple, c'est qu'on a utilisé les outils de la prospective avec ce qu'on appelle un tableau morphologique. Un tableau morphologique, c'est qu'on a des indicateurs en abscisse et en ordonnée, et on génère des scénarios d'un futur qui n'existe pas. Mais par défaut, le futur n'existe pas, c'est notre façon de voir les choses qui fait qu'on a l'impression que c'est ce futur-là et c'est le seul. Non, en fait, il peut y en avoir plusieurs. Et au lieu d'utiliser donc les indicateurs classiques de la prospective, on prend les valeurs et on met les trois notions de la robustesse. Et déjà rien qu'avec ça, sans rentrer dans on va dire une construction totalement R&D et innovante, avec un atelier d'intelligence collective avec les salariés, on peut travailler sur voilà en fait la structure, le socle de la structure, la fondation. Et on tire en fait. Et tu simules plusieurs hypothèses de futur ou Oui, on peut oui, après, moi j'invite à ce que les gens aient plusieurs options, 3 ou 4 scénarios. C'est risqué de prendre qu'un seul scénario. Enfin, l'incertitude est tellement élevée ces temps-ci que... Oui, puis ça fait partie de cette robustesse que tu évoques. Finalement, si j'anticipe des scénarios, si j'anticipe les risques, je suis plus à même aussi derrière d'être dans l'adaptabilité. C'est ça. Si ça arrive ou s'il y a ne serait-ce qu'une partie de ce risque qui se réalise. Alors là, pour le coup, on est encore dans un exercice très linéaire. On projette un scénario et on se prépare à ce scénario. Notre façon d'aborder les choses, c'est de dire, ok, très bien, donc par rapport à ces différents scénarios, aujourd'hui, on analyse ce qu'on appelle les contre-performances de l'entreprise. Qu'est-ce qui fait que ça ne tourne pas? Et ces contre-performances, on va les projeter dans un monde incertain et vérifier en fait qu'est-ce qui va faire que la boîte va se casser la figure à cause de ça. Donc ça revient un peu à ce que tu me disais tout à l'heure, sauf qu'on intègre d'autres notions qui, en fait, on n'est plus dans une notion de chiffre d'affaires ou de rentabilité, mais de survie. C'est-à-dire que là, on a, on va dire, un système qui va nous bousculer. Comment on fait pour rester stable pendant cette période et continuer à se développer? Ou en tout cas, à exister. Voilà. D'accord. Alors du coup, dans ce principe, si je te suis, est-ce que tu modifies les indicateurs qu'on va suivre, qui sont les indicateurs classiques à la base de chiffre d'affaires, de croissance? Non, parce que les indicateurs... Alors, dans un premier temps, alors moi, je ne fais jamais passer, en tout cas, les personnes avec qui je travaille, d'un extrême à un autre. Parce que ça n'a aucun intérêt, même pour ton cerveau, en général, il ne supporte pas. Donc, Puis dans la nature, c'est rare qu'il y ait un changement aussi radical, non? S'il y a des changements radicaux, il y a forcément aussi des destructions. Il y a du chaos. Il y a un équilibre qui se met en route. Pardon. Donc ce qui veut dire, c'est qu'on va utiliser en tout cas un parcours d'apprentissage où on va inverser en fait sur du long terme ces notions de performance et robustesse. Dans un premier temps, on garde des indicateurs. Alors, encore faut-il que les boîtes aient des indicateurs. Parce que moi, on a les indicateurs très classiques qui sont le chiffre d'affaires, la rentabilité, donc souvent c'est des indicateurs financiers. Et on a des objectifs plutôt commerciaux. Donc ça, c'est, on va dire, le b.a.-ba qu'on a une boîte. Une fois que tu es robuste, en fait, tu n'as plus ces problématiques. Parce que quel que soit l'intrant ou la déstabilisation qui arrive, tu es stable. Donc tes indicateurs sont plus tes indicateurs financiers, mais tu intègres d'autres indicateurs qui sont plus... Alors c'est là où on rejoint un peu la RSE aujourd'hui, du social, l'environnement, d'autres critères. J'allais en venir sur la gouvernance ou sur justement ou sur le bien-être des salariés. Voilà. Tu mets en place aussi ces choses-là par rapport à ça. Nous, c'est vrai que nous on intervient sur la RSE dans l'entreprise et c'est une vraie question de comment je peux intégrer la RSE, rester innovant aussi. Et là, moi, je me pose la question de comment rajouter cette couche de biomimétisme sur une stratégie RSE, tu vois. Alors, ça va être compliqué. Alors, ce qu'il faut que les gens comprennent, c'est que le biomimétisme, avant tout, c'est une approche qui est aujourd'hui, dans la pratique, est longue et qui nécessite aussi on va dire une méthode qui n'est pas celle qu'on a l'habitude de pratiquer. C'est-à-dire que ça nous demande un exercice intellectuel où on inverse un peu les éléments. Moi, j'inviterais les gens qui nous écoutent ou qui s'intéressent en tout cas à ce sujet-là d'aller soit lire un livre je t'ai ramené plein de bouquins sur
Celle qui a défini en fait le biomimétisme, qui est Janine Benius. Ok. Voilà. On mettra les liens dans la Et description. d'aller voir un peu ce qui se fait au niveau du CBIOS, on va dire, qui est la structure aujourd'hui qui englobe, on va dire, la démarche biomimétisme en France, qui est une SCIC, dans laquelle il y a pas mal de ressources sur de l'éco-conception, par exemple, liées à de la... Voilà. Ouais. Donc, moi, ce que j'en retiens aujourd'hui, c'est que le biomimétisme, c'est une pratique, c'est une pratique, donc il faut pratiquer, il faut se former pour, il faut changer l'état d'esprit pour pouvoir intégrer une notion de robustesse, parce que sinon, bah, ça ne fonctionne pas. Et puis après, c'est un moment qui est long. Donc souvent, les entreprises se retrouvent devant en disant « Ah ok, bah là, je suis devant un système qui est quand même assez loin à mettre en place, alors que même moi, déjà, la RSE, j'ai un peu de galère. » Donc moi, souvent, ce que je propose aux entreprises, c'est de démarrer, alors ça, j'ai piqué l'idée à Alexis Kless, sur la notion de bio-inspiration qui est l'apéro du changement. Moi, j'aime bien parce que du coup, ça donne un peu on va dire le teasing de ce qui va s'opérer. Donc déjà, démarrer par de la bio-inspiration, si les décisionnaires, les salariés, ou toutes les personnes qui ont envie de pratiquer le biomimétisme veulent se lancer dans cette démarche-là, moi je les inviterais déjà à démarrer par de la bio-inspiration, qui est accessible à tout le monde. C'est-à-dire que toi et moi, là, en 5 minutes, on pourrait très bien se lancer dans un atelier de bio-inspiration, et tu verras que ça pourrait changer pas mal de choses pour ta semaine. Donc bio-inspiration, on se plonge au cœur de la nature, ou bon, si je suis pas dans la nature, je regarde un documentaire, ou je sais pas, ça peut être... Ou juste ton imaginaire. Imaginaire, ouais. Ou regarder son chat, par exemple. Ou se rappeler un souvenir. Ou son chat qui dort crapuleusement pendant sa sieste. Mais c'est quoi l'intérêt d'avoir ça, en fait En fait, c'est juste, voilà. Alors là où je veux revenir un peu aussi ça va te parler, du coup, sur une mécanique qui est orientée neuropédagogie. Ouais. Moi, dans mes approches de formation, j'utilise en tout cas une approche de Stanislas Dehaene, qui est, on va dire, pour moi, quelqu'un qui a réussi à vulgariser les neurosciences et la pédagogie en 4 étapes pour pouvoir transmettre une information. La première, c'est l'attention. Ouais. Et pas la concentration, c'est pas la même chose. L'engagement actif, c'est de mettre en action les gens. La troisième, c'est le feedback. Ouais. Et le dernier, c'est la consolidation. Donc en fait, ce que je trouve intéressant dans la bio-inspiration, c'est qu'elle touche la première étape qui est l'attention. Voilà. Donc on se concentre en fait sur un sujet. C'est une excuse en fait pour aller. On pourrait s'arrêter là, par exemple, sur les petits papillons qui sont depuis tout à l'heure autour de la fleur et se concentrer dessus en fait. Et en fait, c'est là où tout opère les neurosciences derrière, c'est que le cerveau va se mettre, on va dire, en branlement de combat pour pouvoir capter de l'information et la transformer après. Ouais, et puis ça me paraît intéressant parce qu'on est, comme tu dis, on est dans une société assez complexe. En tant que chef d'entreprise, dirigeant, on a pas mal de choses qui se passent. On doit être actif, réactif. Et du coup, il y a ce stress aussi qui peut être là, avec cette charge mentale que tu évoques. Et juste de prendre ce temps de l'attention, c'est aussi faire en sorte que notre corps, notre système nerveux sorte de ce système un peu, je suis soit en appréhension, soit en combat, et je suis juste pleinement là et connecté, et peut-être je m'ouvre à d'autres choses. Et on est d'accord que sur le système de la formation, nous qui formons aussi beaucoup, c'est crucial d'avoir ce temps où les gens sont disponibles. On vous forme et ça fait du bien de sortir, donc j'imagine que tes apéros ou les randonnées que tu veux mettre en place aussi, c'est aussi des pratiques finalement pédagogiques qui peuvent être super intéressantes pour faire sortir d'un contexte et amener une dynamique d'apprentissage nouvelle. Juste l'exercice qu'on fait là, sur le sujet dont tu m'as sollicité, qui est le biomimétisme, c'est de la bio-inspiration. Enfin, on passe un moment de qualité là. On s'écoute depuis tout à l'heure. C'est chouette, c'est génial. Et je pense que c'est pour ça aussi, quand on discutait tout à l'heure sur pourquoi tu fais le podcast, c'était aussi passer un moment de qualité. Et je te rejoins pour en avoir un aussi sur la bio-inspiration. Ouais, d'ailleurs, allez écouter. C'est quoi le titre? C'est va prendre tes leçons dans la nature. C'est là qu'est le futur. Va prendre tes leçons dans la nature. Donc François Mieli, on mettra le lien aussi vers ton podcast. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, voilà, je travaille sur comme j'étais, je suis quelqu'un de plutôt systémique. Donc j'essaie de comprendre les systèmes ou les archétypes et essayer en tout cas de les mélanger. Donc, par exemple, bio-inspiration, je vais prendre l'analogie à un animal, par exemple, peut être le chat, l'abeille, la meute de loup, ou un rhizome, ou un champignon, ou une structure de mycélium, par exemple. Donc ça reste
du coup s'intéresser quand même à la nature, malgré tout. Donc c'est-à-dire, c'est là où tu peux regarder soit te planter en pleine nature et avec un expert scientifique, soit une conférence, ou tout simplement regarder un reportage à la télé qui est déjà très bien fait, quoi. Et à partir de là, dire très bien, quelle est mon intention derrière. Si c'est la formation, c'est apprendre avec un objectif pédagogique, apprendre quelque chose, ou une compétence, ou un savoir-faire. Ou si c'est d'un point de vue randonnée stratégique, résoudre une problématique d'entreprise. Ouais. Mais en fait, tu vois, dans la pratique, je mélange les genres. Ouais. Mais tu restes Mais avec tu vois, c'est du laboratoire. S'il y a d'autres personnes qui le pratiquent, tant mieux. Il n'y a pas de brevet, il y a pas de... Mais c'est juste je pars du principe que si je respecte ces approches-là, le qualité que j'ai me fera gagner du temps sur la suite. Ouais. Donc on est dans ce ratio entre quantité, et on revient sur la performance et qualité, ou qui est plutôt robuste. Ouais, voilà. effectivement. Et c'est Non, pas mais grave. c'est Les gens, vrai il faut que les gens apprennent à reprendre le. Alors, c'est marrant parce que cette notion de temps, pour moi, elle devient de plus en plus. Ouais. Et souvent, on parle de slow, de ralentir aussi, même dans l'agriculture ou dans les éco-villages, éco-conception. Et c'est vrai que ça paraît un peu antinomique. Aujourd'hui, on est dans un monde tellement en mouvement, tellement dynamique que comment je fais, moi, pour que mon entreprise, elle soit réactive et en fait, d'arriver avec cette approche où on va prendre le temps. On va poser les bases de la robustesse, de ce que c'est, et finalement, vous pensez que ça va être une démarche longue et que ça va vous faire perdre du temps, mais à la fin, ou en tout cas après une première itération, j'imagine que tes clients te disent souvent, ça serait intéressant d'avoir, c'est quoi le retour de tes clients après une première itération? Est-ce qu'ils sont vraiment là en mode, François, je ne pensais pas que ça serait aussi performant, justement? J'aborde pas la notion de robustesse avec tous mes clients ou la notion de biomimétisme avec tous mes clients. Parce je peux pas forcer les gens à venir dans mon monde alors qu'ils ont une problématique et des fois très pratico-pratique, c'est je n'arrive pas à recruter ou comment je transmets ma boîte à mes enfants, comment je fais du chiffre d'affaires, comment je fais de la rentabilité. C'est tout un travail de confiance à mettre en place sur des premières prestations en général d'accompagnement sont souvent autour de la conduite du changement en général. C'est un sujet qui parle à tout le monde aujourd'hui. Et au fil de l'eau, dès qu'on aborde des concepts d'ordre stratégique sur la performance, donc, je m'autorise en tout cas à faire un petit pas aux décisionnaires pour dire regarde comme ça. Peut-être c'est pas ton mode de fonctionnement, mais si tu as à te projeter, l'exercice de stratégie, c'est de se projeter dans l'avenir. Essaye. Voilà. Et forcément, moi je peux pas en vouloir à toutes les personnes aujourd'hui qui ne voient pas arriver, on va dire, la vague qui va nous tomber sur la figure. Tout simplement parce qu'en fait, par principe, le futur n'existant pas, notre cerveau se met en route en fait tout un tas de stratégies pour se rassurer en disant en fait, si le futur n'existe pas, sur quoi je me base pour le construire? Et c'est là en fait où tous tes souvenirs d'enfance interagissent, tes expériences passées interagissent, et suivant qu'elles soient bonnes ou pas bonnes, ça peut générer des émotions des fois un peu stressantes, de la peur, de l'angoisse. Donc c'est pour ça qu'il y a toutes ces notions d'éco-anxiété avec lesquelles je ne suis pas spécialement en phase. Moi, dans mes discours, quand je présente la bio-inspiration, j'utilise des mots plutôt positifs ou optimistes, notamment à l'apéro, que les limites planétaires. Mais c'est un fait, on y est déjà. Je fais bien d'amener le sujet. Voilà. Moi, en général, quand les gens discutent avec moi, ils se rendent compte très rapidement que pour moi, on est déjà passé une autre étape. Là, il faut juste se préparer à ce qui arrive. Est-ce que tu penses que le message pour les entreprises qui se mettent à la RSE, nous on en accompagne, on est dans cette mouvance-là. Est-ce que je pense que c'est déjà trop tard pour des entreprises qui n'ont pas pris ce virage de la RSE, qui soient nommées ou pas Mon avis, c'est d'un point de vue systémique, au niveau on va dire mondial, c'est déjà trop tard. Ok. Maintenant, il faut Qu'est-ce qu'on fait? Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est là où en fait tout le monde doit être aussi dans l'apprentissage, la curiosité, et essayer de comprendre si le système ne tourne plus rond, forcément il y a des raisons. Peut-être que le modèle dans lequel on s'est mis. Moi j'ai une approche, tu vois, par exemple, d'explication qui est de se dire
quand on se projette dans la nature a tendance, on va dire, à optimiser son environnement sur, on va dire, des stocks existants. C'est-à-dire qu'elle ne va pas les taper dans les stocks rares. Ouais. Alors quand tu regardes juste nous ce qu'on fait aujourd'hui, enfin, j'ai pas besoin de te l'expliquer, on est d'accord, voilà. Ouais, on le sait. Donc si tu veux, il y a juste un déni dans lequel on se retrouve, et ça on le retrouve à chaque grande crise, où en fait notre cerveau se met en mode off, parce que comme je t'ai dit, le futur peut être tellement anxiogène que nos émotions, la peur, l'angoisse ou le traumatisme vont prendre le dessus. Ouais. Et forcément notre cerveau va couper court à toute action. Ouais. Et c'est pour ça qu'on reste des fois dans une espèce de... On ne bouge pas. Et quand ça arrive, par contre, il faut bouger. Okay. Voilà. Mais je ne peux pas en vouloir aux entreprises. Et je suis très content des entreprises qui ont une démarche de démarrage dans le RSE. Si je reviens sur la notion d'apéro, pour moi, c'est déjà une très, très bonne étape pour aborder la suite. Hein. Ouais, c'est ça. Maintenant, d'un point de vue plus macro, on regarde aujourd'hui dans la projection, il faut s'intéresser aussi aux enjeux, on va dire, géopolitiques. Et aussi, on va dire, ce qui fait un peu la loi aujourd'hui, c'est la partie finance. Ouais. Si on reprend donc la RSE avec certains ODD, voire tous, dans les ODD par exemple, il y a quelques ODD aujourd'hui qui sont un peu en contradiction, notamment par rapport à la performance, avec ce qu'on pourrait attendre demain d'une entreprise. Ouais. ODD, un objectif de développement durable. Voilà, vous avez une liste d'ODD à respecter pour être en phase. Alors forcément, on ne peut pas tous les atteindre. Et derrière, vous pouvez vous mettre en entreprise à mission aussi pour pouvoir répondre à ces ODD. À côté de ça, il y a, on va dire, un cadre réglementaire. Donc moi, je pars du principe que déjà, quand on est dans un cadre réglementaire, c'est déjà trop tard. Ça, c'est mon point de vue. Ouais. Pour l'avoir vécu dans le déchet, dans d'autres systèmes. Mais le fait qu'il y ait une réglementation, ça aide aussi une bonne partie des gens de se sécuriser pour dire, on va se mettre en place quelque chose. S'y mettre. Hein. C'est vrai, on pourrait prendre des exemples en Chine où là, c'est en mode, voilà, un totalitarisme un peu. C'est très fort, je crois, si vous ne respectez pas les règles qu'on impose au niveau de la RSE, vous n'avez pas du tout accès au marché public, etc. Enfin, on est sur quelque chose... Ce qui peut se passer aujourd'hui. Ouais, c'est vrai que ça arrive, effectivement, on le voit de plus en plus dans les appels d'offres auxquels on répond aussi, où les RSE commencent à avoir de plus en plus de poids, en fait. Et ce qui m'inquiète, et du coup, je vais faire un peu le lien avec le métier dont on parle aussi de la formation avec Calliope, par exemple, c'est pour moi, le risque est d'engager des gens dans une démarche qui peut être, on va dire louable, hein, le RSE, Calliope, pour être dans l'amélioration continue, la qualité, et pour des raisons, on va dire, macro ou on va dire réglementaires, ça disparaisse. Demain, Calliope, on ne sait pas, par exemple, on ne sait pas si ça va toujours exister, ou est-ce qu'avec les prochains gouvernements, ça va sauter, donc recommencer encore une nouvelle démarche. Pour ce qui est de la RSE, moi, je fais beaucoup de, on va dire, ce que j'appelle des signaux faibles. Ça fait partie de la robustesse aussi, c'est d'analyser aussi on va dire, les éléments qui sont aux extrémités. Ouais. Parce qu'on s'est rendu compte que dans la nature, c'était les extrémités qui définissaient en fait la bascule. Okay. Donc quand tu prends, on va dire, des oiseaux qui vont voler, on va dire, en masse, ou on va dire des poissons, observe, c'est les extrémités qui définissent la bascule. Ceux qui sont en centre, en fait, ne voient pas ce qui se passe. Et du coup, ils suivent la bascule. Donc, il faut regarder toujours les extrêmes. Donc, ça, on est dans la stratégie entreprise, donc les fameux signaux faibles. Et sur la partie, on va dire, RSE, pour être plus large, donc en RSE, on va dire, voilà, tout le monde sait ce que c'est. On a tout ce qui est ESR, qui définit un peu les critères aujourd'hui. On a la partie CSRD, qui définit aussi, on va dire, la partie toujours légale et réglementaire. Et la notion financière, qui est l'ESG. Alors, pour ce qui est de l'ESG, il faut que les gens aussi se rendent compte que à la base a été mise en place par une petite structure qui n'a pas d'intention financière, qui s'appelle BlackRock quand même, voilà, pour augmenter les tarifs sur les prestations. Voilà. Et aujourd'hui, BlackRock a clairement annoncé que l'ESG n'existait plus, c'était entreprise à impact. Alors ce qui est marrant, c'est regarder maintenant dans les articles, dans le discours des politiciens, on parle beaucoup d'entreprise à impact aujourd'hui, on ne parle plus d'ESG. Donc c'est ça qu'il faut faire attention, c'est qu'est-ce qui tend vers la bascule. Les ESR, alors pour moi les ESR sont ce qu'il y a de plus concret et de plus stable aujourd'hui quand on est dans une stratégie de RSE. La CSRD, elle est régie aussi par, on va dire, le côté légal. Et aujourd'hui on voit qu'il y a déjà une remise en cause sur la finalité de la CSRD. Alors, ce qui est une catastrophe pour les gens qui sont dans une démarche depuis quelques années. Oui, parce qu'à chaque fois on te redéfinit soit un référentiel ou soit on va te
finalement, tu as passé des années, puis C'est ça. on va le balayer. Mais... Donc moi, je fais un choix de travailler sur les fondations de ma boîte. Ouais. Mais quoi qu'il puisse se passer d'un point de vue légal, on va dire ce qu'on appelle en stratégie d'entreprise, le fameux SWOT, on va dire un impact, un intrant, on va dire externe, pas interne à l'entreprise, bah ça peut déstabiliser ta boîte. Donc voilà, c'est sur ces notions que je travaille. C'est pour ça que je dis des fois on est un peu en retard, parce qu'on est dans un parti, on va dire, réglementé, mais ça reste que mon point de vue. Et, alors, du coup, ce serait quoi ton point de vue, toi, sur l'avenir? Comment tu le vois par rapport à la biomimétisme? Comment tu le vois par rapport à Carbone Conseil bah, pour moi, le biomimétisme reste un outil avant tout, c'est de l'innovation, donc il faut le voir en tant que tel. Comme pourrait l'être l'IA pour la technologie, donc il faut vraiment le voir comme un outil. Ça change aussi, on a plus de facilité à, on va dire, à utiliser un outil que d'un concept ou une philosophie. Donc pour ça, il faut être curieux, se former. Voilà. Pour ce qui est de carbone, carbone va, d'où le nom de carbone, la fonction du carbone, c'est aussi faciliter et créer. Okay. Donc la logique de carbone, c'est qu'elle doit faciliter les relations autour des sujets dont on parle depuis tout à l'heure. Moi, je suis beaucoup en relation avec le monde du biomimétisme en métropole. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ils parlent beaucoup de biodiversité. Je leur dis, c'est cool, les gars, mais on a un super spot quand même, qui sont les dom-toms. C'est cool qu'on ramène ici. Donc, il y a tout ce travail de facilitation que j'oriente autant de la métropole vers l'Hexagone, vers la Réunion, et inverse. Okay. Et puis après, c'est la création de prototypes qui peut-être, à un moment donné, il y en a un qui va devenir entreprise et qui va devenir une structure à part entière, dans laquelle Carbone va pouvoir se rémunérer. Donc on est plus dans une stratégie d'investissement sur Carbone pour l'instant, qui sont des modèles très connus quand on fait du studio, un peu comme un film, en fait, on va investir, puis après on verra. Ouais, un peu comme un lab, un Fab Lab un peu. Ça. Et pour le coup, là, je sors un peu de ma casquette R&D pure et dure avec Carbone, où j'étais tout seul à concevoir en tout cas la structure. Et maintenant, je vais à la rencontre de beaucoup de personnes pour coopérer. Donc il se peut qu'on pourrait discuter toi et moi. En fait, le mode est simple, et c'est là où j'intègre la robustesse dès le départ, c'est qu'on je vais jamais parler du modèle économique avant tout. C'est-à-dire quelle est notre synergie et nos points communs sur lesquels on pourrait apporter quelque chose qui répond à une réflexion beaucoup plus large, qui est de dire comment mon système me permet de recarboner et de recréer de la biodiversité. Okay. Voilà. C'est pas recarboner au sens produire plus de carbone et de voir le. Non, c'est mais quand on est dans la RSE, dans la durabilité, souvent le carbone a cette connotation. Je dois compenser mes émissions de carbone. Non, recarboner, ça veut dire réintroduire aussi la biodiversité, dans ce sens. On a une injonction à la décarbonation, qui est une aberration, parce que là, on a un système qui est avec des indicateurs. Alors, j'ai pratiqué du bilan carbone, donc je comprends la démarche, mais il y a quand même encore des aberrations sur des injonctions à décarboner. C'est beaucoup plus intéressant de recarboner et de réparer déjà ce qu'on a fait, et du coup de réintroduire de la biodiversité. Notamment, les grands enjeux de demain sont autour de l'agriculture, par exemple. Les grands enjeux, c'est l'eau et l'agriculture. Si on n'arrive pas à se bouger autour de ces sujets-là, je sais pas, enfin j'ai pas de scénario catastrophe non plus, mais non, mais en tout cas c'est des sujets qui nous parlent, parce que chez StartWeb on a bien conscience de ça, et on a aussi des formations justement, on en lance une en novembre sur un peu l'agroécologie, transition écologique, mais vraiment sur le terrain, du coup effectivement comment alors pas forcément aller jusqu'à l'autosuffisance, mais au moins déjà un premier pas, et comment prendre conscience en fait de comment je peux produire différemment, comment je peux l'agroécologie, on est dans ces écosystèmes qui fonctionnent entre eux plutôt que du monoculture ou autre, et ouais, c'est vrai que chez nous c'est dans notre ADN aussi. Donc on lance aussi ces formations terrain, on n'est pas que dans le digital learning ou dans le micro-learning, on est aussi là-dessus. C'est chouette, en tout cas beaucoup de belles choses à venir. Je souhaite beaucoup de beaux projets pour Carbone Conseil, et puis je pense qu'on va
ça fait émettre sûrement, ouais. des idées de coopérer, de collaborer ensemble. Si tu devais conseiller des ressources, tu en as déjà conseillé tout à l'heure, mais Ouais. quelqu'un qui veut ou un dirigeant qui veut se former euh, Alors la sur première sur le biomimétisme, Ouais. qu'est-ce que tu conseillerais? Moi, je conseille déjà de redevenir curieux Ouais. et déjà s'émerveiller. C'est déjà ça, c'est-à-dire on va dire, le principe de base pour pouvoir déjà se reconnecter. Alors, pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, on est souvent dans les bureaux, dans les entreprises, Ouais. et quand je propose un rendez-vous en nature, eh ben, je me retrouve devant des chefs d'entreprise qui se disent, est-ce que j'ai le droit, en fait, est-ce que j'abandonne pas ma boîte? Est-ce que je n'abandonne pas mes Ouais. salariés? Non. En fait, j'allais dire, gars, tu viens te reconnecter parce que tu es, on va dire, le capitaine du bateau et que ta tête doit servir à la prise de décision et derrière amener les gens, en tout cas, à se motiver à tout ce qui arrive. Donc, s'il y en a bien un qui doit se reconnecter, c'est toi. Ouais. Voilà. Et ce qui est marrant, c'est que pour ceux qui acceptent on va dire, le challenge, à la fin de l'exercice, bah, ils finissent par dire, mais en fait, ce qu'on a fait en 2 heures, c'est quelque chose que j'aurais fait peut-être en 15 jours. Ah ouais. Ouais, Pourquoi? Parce qu'en fait, sur juste 2 heures, en fait, on va se concentrer. On va se on n'a concentrer pas sur d'autres distractions. Voilà. Donc, et puis, ça, c'est juste un principe de base. C'est qu'on se concentre et surtout, on revient sur les stratégies dont on parlait tout à l'heure. Alors que quand tu retournes au bureau, eh ben, entre les notifications, les mails, les Ouais, collaborateurs les qui viennent te habitudes. solliciter, tes clients, toutes les merdes à gérer au quotidien, Ouais. T'es pas présent pleinement. c'est juste compliqué de prendre des bonnes décisions. Ouais. Quand on est dans l'opérationnel, souvent c'est des décisions qui sont assez courtes, voilà, qui sont assez routinières. Donc on pourrait se dire, bah, ok, ça pourrait passer. Quoique, quand tu rentres dans des strates un peu plus de décision, forcément tu utilises une partie du cerveau qui est plus dans la réflexion, donc plus longue, plus coûteuse en termes d'énergie. Ouais. Et c'est pour ça que si on la coupe à chaque fois dans la phase où elle doit prendre la décision, il y a beaucoup de temps. c'est du temps et c'est de la santé. Donc s'autoriser à venir 2 heures en nature se reconnecter, ou 1 heure ou une demi-heure. Une petite marche, Oui. tout simplement. Voilà. Moi, je sais que le matin, Ouais. je me prends juste 30 minutes où je me reconnecte tranquillement avec soit du sport ou de la méditation en pleine nature. Alors forcément, il faut avoir de la nature autour de soi. Ouais. Mais Donc, ici, ça, on a la pour le chance coup, on a un d'en super avoir spot. plutôt pas Et mal. après, je planifie ma semaine ou je planifie ma journée avec mes objectifs et j'attaque ma journée, mais voilà. Et puis, on va au combat après. Hein. Top. Voilà. Donc ça, c'est la première étape. Et puis après, si les gens qui veulent aller plus loin, bah, il y a le biomimétisme. Bah, c'est, on va dire, aussi une philosophie. Ouais. Moi, je conseille, avant de démarrer sur le biomimétisme, quand même, un bouquin qui donne un peu tout ce qui est en train de se passer, tout ce qui va arriver. Ça s'appelle Dennis Middown, qu'on ne connaît pas beaucoup. Alors que ce gars-là, en fait, dans les années, je ne me trompe pas, les années 80, 60, je crois, 72 précisément. Le club de Rome, Ouais. que tout le monde connaît, donc un club de gros gouvernements, ont sollicité donc Dennis Middown pour élaborer un algorithme de prospective sur les scénarios à venir si on faisait rien. En gros, sur la. Ah ouais, donc c'était. Voilà. Okay. Il a été un peu oublié par rapport à toutes les nouvelles dynamiques. Et après, derrière, on va dire, il y a d'autres injonctions qui étaient plus financières, qui sont passées un peu au-dessus. Du coup, on l'a oublié. Okay. Et moi, je conseille sérieusement. Il y a limite à la croissance. Ouais. Et c'est quel éditeur? En général, alors celui-là, c'est l'Éco-Poche. L'Éco-Poche. Ouais. Okay. L'Éco-Poche. Bon, on mettra les descriptions. Hein, Et celui-là, vous avez franchement tous les scénarios à venir. Et en fait, il explique, c'est le premier algorithme qui a été développé dans le cadre de la prospective et qui a des années. Et franchement, il est impressionnant. Et bon, ça fout des fois un peu les pétoches, mais il y a quand même beaucoup de gens. En fait, tout ce qui suit derrière lié au biomimétisme est à l'origine aussi de par cette prise de conscience avec ce bouquin. D'accord. Donc celui-là, c'est un peu l'ancêtre, on va dire, du rapport du GIEC. On va dire. Totalement. Ce serait ça. Ouais. Mais il est encore d'actualité. Ok. C'est ça en fait qui est dingue, c'est qu'il est encore d'actualité. Et puis après, voilà. Bon, ça c'est plus, on va dire le principe qui est de comprendre. Moi, je lis souvent les gens qui ont construit les systèmes. Et en fait, voilà. Donc Janine Benyus qui a écrit un livre sur Janine Benyus. Voilà. Okay. Donc là, on est plus sur une approche qui est plus philosophique, mais qui définit en tout cas les grandes règles du biomimétisme. Okay.
Et après, ça, je l'ai appris pour toi parce que c'était la question que tu m'avais Ouais, posée. mais en plus comment, c'est comment on marrant fait parce le que lien, je l'avais vu. Donc voilà. quand le vivant aspire la pédagogie, effectivement, je l'ai vu et je l'ai envoyé à mon associé Nico. Donc, J'ai dit ah voilà. ça Donc va nous après, intéresser. après il y a d'autres bouquins, il y a pas mal de lectures aujourd'hui autour du biomimétisme avec le lien avec l'entreprise, Ouais. des cabinets de conseil qui travaillent dedans. Donc, voilà. Donc, là, pour le coup, moi, j'inviterai les gens à s'intéresser à, à Alain Renondin, avec qui je collabore aujourd'hui, Ouais. qui est la personne avec qui on essaye de créer du lien entre la Réunion et la métropole sur le biomimétisme, le CIBIOS, dont on parlait tout à l'heure. L'événement dans lequel moi je fais partie de l'équipe d'organisation, qui est le Biomime Expo, qui est le salon du biomimétisme, on va dire en France, voire même en Europe, Ouais. où on se retrouve sur 3-4 jours sur un lieu. C'est où? C'est à Paris? Historiquement, c'est à Paris. Je sais qu'il y a des intentions de vouloir se décentraliser de Paris, D'accord. mais ça, on aura très vite l'information. Et j'aimerais bien, moi, qu'on ait une petite communauté, on va dire, dom-tom, pour représenter un peu les Ouais. enjeux. Ça serait. Mais bon, voilà, après, c'est toujours de la logistique, c'est à voir. Et pour terminer, donc, voilà, taper biomimétisme sur Google, vous trouverez déjà pas mal d'articles, de concepts. Et pour terminer, donc, Olivier Amand sur la robustesse, Ok. qui a écrit pas mal, donc qui est à la base biologiste, hein, et qui a utilisé en fait l'analyse de la robustesse des plantes qu'il a analysées. Il a réussi à les transposer sur en tout cas un système ou une organisation aujourd'hui qui est, on va dire, l'anthropocène ou qui est le vivant humain. Ok. Voilà. Et déjà avec ça, c'est Ouais, déjà déjà pas c'est mal. déjà pas mal. Ok. Voilà. Est-ce qu'il y a une dernière chose que tu veux ajouter, petite activité à faire, à proposer Ouais, alors j'ai eu à nos l'occasion. auditeurs? Oui, alors si j'ai eu l'occasion, je vais essayer de le résumer pour que les gens puissent le pratiquer. J'ai eu l'occasion d'intervenir auprès du CJD, donc qui est on va dire une association de Communauté jeunes des jeunes dirigeants, voilà, dirigeants, ouais. sur laquelle la thématique, en une plénière d'1h30, la thématique c'était la bio-inspiration d'entreprise. Ouais. Plutôt lourd. Donc je leur ai prébâché le boulot dans le sens où je leur ai organisé un atelier d'analogie au vivant en projection avec l'entreprise. Et par exemple, les 3 sujets, alors je vous donnerai juste les sujets, ça peut aussi vous amener à vous intéresser. Et puis s'il faut, je t'enverrai aussi on va dire les maquettes s'il faut pour les gens qui sont intéressés. Ouais, complètement. Avec grand plaisir. Le premier sujet, c'était l'analogie au chat, Ouais. par rapport à la coopération au management. La deuxième analogie, c'était aux abeilles, par rapport à la communication interne et externe. Ouais. Et la troisième, c'était la meute de loup en analogie avec la prospection commerciale. D'accord. Et ça, on pourrait s'amuser à plein de choses comme ça, Ouais. avec le castor, avec la loutre, Avec les animaux. Voilà. Nous, chez nous, chez Startwave, c'est plutôt l'analogie avec l'océan. Ouais. Et la vague. D'accord. Voilà. Non, mais à partir du moment en fait où alors, l'idée, c'est quoi, en fait, pour terminer, excusez-moi. Donc, une fois qu'on a cette analogie, que ce soit l'océan, un animal, quelque chose de vivant, bon, on va essayer déjà de s'intéresser un peu, on va dire, au fonctionnement, aux caractéristiques du système ou du vivant. Ouais. Donc, c'est là où on a besoin de biologistes, on va dire, d'amoureux de la nature ou de scientifiques. Donc, on passe un petit temps à comprendre un peu le système ou l'écosystème. Une fois qu'on a ça, en fait, on écrit un peu les mots-clés ou ce qui définit un peu ce système ou cette organisation. Et derrière, on le met en analogie avec notre problématique d'entreprise, qui est de dire, bah, voilà les sujets sur lesquels aujourd'hui j'aimerais avancer. Okay. Et du coup, on essaie de se concentrer. Donc, c'est là où c'est une innovation, on va dire, pure, d'une certaine façon. On s'intéresse à l'imaginaire de l'analogie, donc de l'organisation de la nature, pour se dire, bah, concrètement, qu'est-ce qu'ils auraient pu faire, qu'est-ce que la nature aurait pu faire dans cette problématique. Ouais. Donc on sort de ce contexte. Voilà. Et après, on crée un lien et on se retrouve souvent avec des contradictions dans notre mode de fonctionnement, de façon, on va dire, classique, avec ce que propose la nature. Okay. Juste pour terminer sur l'analogie, ça c'est... alors je rends à César ce qui est à César, c'est Alexis Claes qu'il faut suivre, c'est quelqu'un qui est un passionné de la bio-inspiration. Moi, il m'inspire tout le temps, on a des discussions, c'est un poète pour moi, Alexis, dans son approche. Puis c'est une personne qui est réellement, en tout cas, dans la transmission.
D'accord. Et On ira Alexis, voir ses travaux. et Alexis me faisait part de ces ateliers bio-inspirés avec une équipe commerciale où il utilisait la meute de loup en analogie. Et leur problématique était le recrutement. Quand on a le directeur qui part, il y a tout un process qui se met en route pour pouvoir Et d'autres désigner. départs Et donc, il peut y qui avoir un sont, temps long systémiques. Ouais. dans lequel l'équipe commerciale doit s'organiser. Et ben, si on fait l'analogie à une meute de loup, la meute de loup, en fait, quand il y a l'alpha qui part, il est remplacé automatiquement. Ouais. Ok. Et de ce que me disait Alexis, c'est qu'ils l'ont mis en place et ça fonctionne très bien. D'accord. Donc, c'est-à-dire comment on prépare tout de suite à remplacer quelqu'un. Ah, c'est intéressant. Donc là, l'exercice, ce serait, prenez un animal qui vous parle, ou un des 3 que tu as cités, et du coup, observez-le, observez ses comportements et essayez de transposer en sortant de votre contexte vos problématiques et de se dire, ok, si je prends mes problématiques, je les sors de mon entreprise, que je les mets dans la nature avec cet animal-là, comment il réagirait? Qu'est-ce qui se passerait? C'est une première étape. Et là, effectivement, c'est sûr que s'il y a quelqu'un, un biologiste, quelqu'un qui connaît vraiment bien cette espèce, ça aura plus de sens pour dire c'est tel comportement, etc. Donc c'est chouette. Mais du coup, vous nous direz si vous faites cet exercice. Vous donnerez votre feedback. La plénière a plutôt bien fonctionné. Il y avait une 30aine de chefs d'entreprise, des retours plutôt positifs. Et du coup, j'ai été sollicité par d'autres structures sur l'innovation sociale pour partir de on va dire, cette méthode pour pouvoir concevoir des ateliers autour de la RSE, par exemple. Ah bah super. Ça donne donne des inspirations. Et donc du coup toujours dans mon laboratoire, là je suis en train peut-être de créer soit des bootcamps ou des séminaires orientés à ça, des ateliers à la pratique, pour pouvoir proposer à des gens qui ont envie vraiment d'être accompagnés sur 2-3 jours pour pouvoir obtenir un vrai résultat et de le pratiquer après, de le faire dans un cadre qui est quand même plutôt bien sécurisé. Mais tu vois que là, on a juste besoin de se retrouver en nature avec sa tête, ses problèmes. Et si on prend un peu de temps, on trouve des solutions. Pratiquer. On est inspiré. Et... Voilà. Mais en tout cas, belle inspiration. Merci beaucoup, François. Ouais, j'ai vu que tu étais parti dans l'émerveillement quelques temps, donc c'est cool. Il y aurait beaucoup de choses encore à dire, mais oui. peut-être un deuxième podcast ou peut-être, je sais pas, des choses qu'on vous co-proposera. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir, en tout cas. On va continuer, nous, notre petit tour, justement, notre petit randonnée autour de l'étang un petit peu, pour prolonger ces discussions. Et n'hésitez pas, en tout cas, à aller rejoindre François sur ton LinkedIn, c'est ça. sur le site de Carbone Conseil. Je vous mettrai toutes les descriptions, les informations avec les livres, les personnes à suivre dans les descriptions. Et puis voilà, n'hésitez pas à nous faire part de vos questions, de vos réflexions. Et voilà, c'est avec grand plaisir. Merci en tout beaucoup cas pour l'invitation, Rodolphe. Voilà. Merci beaucoup à toi. Merci à toutes et à tous. Je vous souhaite une bonne fin de matinée, de journée, peu importe à l'heure où vous écoutez ce podcast. Et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode. Merci beaucoup. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que nous. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à laisser une note sur Apple Podcast ou sur les autres plateformes et à le partager autour de vous, bien sûr. Merci et à la semaine prochaine.